Ça a le titan dont le nom évoque créatures monstrueuses, héros légendaires, dieux vengeurs. Et dans cette salle, cet après-midi, nous avons convié bardes et bardesses pour nous conter leurs histoires. Une histoire de dinosaures, une histoire de chevalier et de sa monture mécanique, et une histoire de fée qui va nous parler de Q. Mais pour commencer, parlons de trahison. Car oui, j'accuse, car dans bientôt 5 jours, ça fait 10 ans qu'on nous promet overboard, voiture volante et des chaussures qui se lassent tout seuls. Et ça, c'est la science-fiction. Mais finalement, cette science-fiction peut-elle s'implémenter positivement? Et pour cette première présentation de l'après-midi, je vous invite, avec vos applaudissements, à accueillir Mads et Nicolas Delso. Ah, Ça va, toi? ouais, ça va. Tranquille. Et vous, ça va? Bien mangé? Ouais. Pas trop endormi? Moyen quand même. Hein. Un peu plus On cause SF? Bon. On va pas parler des contes du passé, on va parler des contes du futur. Ouais. C'est pas On va mal faire ça, ça. les contes du futur. Exactement. Ok. Donc effectivement, on est deux aujourd'hui pour vous parler de ça. Moi, Mads, ça fait je sais pas, une vingtaine d'années, un peu plus, que je traîne mes pieds dans la tech. Je fais plein de choses, j'ai touché à plein de trucs. Mais bon, essentiellement, moi, ce que j'aime bien, c'est les outils. Les outils, la techno, l'expérience développeur. Tu vois, les trucs qui font un peu rêver, la bidouille dans le fond. Voilà. Puis le turfu. Ça, j'adore. Ça me fait rêver, ça. Ouais, moi, de mon côté, ça fait 25 ans que je suis développeur, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui. Sur ces 25 ans de développeur, j'ai lu beaucoup de bouquins de SF, un peu plus d'un millier actuellement. Et c'est ça que je viens vous amener, hein, une vision différente, basée sur ce qu'il y a dans les bouquins de science-fiction, parce que c'est ça qui me fait rêver, moi, plus qu'un LLM. T'exagères. Tout de suite. Je rêve à LLM. T'as prévu d'aller voir quoi, toi, après? Bah, je sais pas, je me On suis vous dit, tease un peu la suite, déjà. je me suis dit, tiens, ça pourrait pas mal, enfin, tu vois, ça pourrait être intéressant d'aller écouter parler un peu de RAG, Ouais. ou Ok. d'Amazon Q, Ok. ou de faire Kit en JavaScript. Ah ouais, Kit. Ouais, Il y a des gens qui comprennent la référence à ou pas? j'espère. Ouais, un peu Hein. quand même. Ouais. Oui, j'espère. Là, on est tous vieux, en fait. J'espère. Ok. Et puis après, je vais peut-être continuer par l'AI directement dans le navigateur. Ok. Ah ouais. Donc en fait, tu vas aller voir des trucs d'IA? Bah, j'ai le choix. Ok. T'avais peur de t'embêter à la suite, hein, c'est Bah, ça? tu vois, la moitié des talks, là, parlent d'IA. C'est vrai. C'est C'est dingue. vrai qu'on parle quand même beaucoup d'IA dans tout ça. Hein. Ouais. C'est bizarre cette histoire. En fait, tu sais, l'IA, c'est pas tout récent. Ah non. En fait, l'IA, c'est un truc qui est aussi vieux que l'informatique. C'est un truc qui remonte aux années 50. Ça, c'est un extrait du blog de Rodney Brooks. Rodney Brooks, c'est le monsieur qui tient la chaire d'intelligence artificielle au MIT depuis quelques années déjà. Donc le monsieur sait un peu de quoi il parle. Et tous les ans, il fait un blog de ses tendances, ses prédictions en termes d'IA. Et alors, c'est intéressant parce qu'on voit qu'effectivement, quand on remonte à il y a très très longtemps, bah, en fait, l'IA a toujours été là, cette notion d'intelligence artificielle. On en reparle beaucoup avec les LLM, etc. Parce que voilà, ça fait un peu, c'est un peu tendance, ça résout un peu des choses qu'on n'avait pas craquées jusque-là. Mais en fait, on a craqué des choses depuis très longtemps. Ce qui est intéressant dans sa prédiction, c'est qu'il utilise des codes couleurs. Et en gros, il dit il y a des trucs, progressivement, on les craque, et puis on sait avancer correctement. Genre, le renforcement, l'apprentissage par renforcement, c'est un truc, on l'a fait en plusieurs étapes, on a commencé en 59, on a eu des étapes dans les années 80, on recommence encore maintenant, enfin voilà. C'est des trucs, petit à petit, on passe des paliers, ça se passe bien. Les trucs en bleu, c'est les trucs, on est un peu trop optimiste. À chaque fois, on se dit, ouais, ça va super bien marcher. Et puis, en fait, on se casse un peu la gueule. Genre, les réseaux de neurones, on se dit, et là, on a trouvé un truc. Et à chaque fois, on fait, ah, ben non, en fait l'étape, elle est après. Et on n'y arrive pas. Et puis, il y a des trucs où on a beau être très optimiste, ça marche pas. Genre, la voiture autonome. Ça marche Ça, vraiment, on tente depuis les débuts des années 80 et on n'y arrive pas. Ça ne marche pas. Et ce qui est assez intéressant dans tout ça, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'il y a aussi des trucs qui ne sont pas colorés parce que, en fait, c'est bon, ces trucs-là, c'est craqué, c'est bon. Et ça, c'est de l'intelligence artificielle. Les filtres bayésiens, c'est de l'intelligence artificielle. Je t'emmerde, non? Ouais, c'est chiant.
Ça va. Non, mais franchement, c'est chiant. Non, mais c'est Tu de me la- parles de trucs, c'est chiant. Jérôme, tout à l'heure, il parlait de voitures volantes. C'est cool, ça, non? Ouais, c'est cool. Moi, j'aimerais bien. Ouais, t'aimerais bien, hein? Ouais. Et au lieu de ça, t'as des mecs en trottinette. Ben, c'est ça le futur. C'est des mecs en trottinette, Bah, non voilà, la science-fiction, c'est quand même un peu mieux. C'est quand même essayer d'aller un peu plus loin, tu vois. On peut parler de voitures volantes, mais il y a des trucs qui vont encore plus loin. Il y a l'idée d'aller vivre sur Mars. Ah oui, la terraformation, Ouais. des trucs comme ça. Et si vous revenez dans 15 jours, quand c'est les utopiales, il y a des gens qui vous expliqueront qu'en fait, c'est pas possible. Bon, c'est pas très important. Et puis, il y a un autre truc. Il y a un truc auquel on ne pense pas. Tu vois, là, moi, je vois des voitures qui arrivent à peine à éviter les obstacles. C'est vrai. C'est pas fou. Si on regarde du côté de la SF, il y a un truc qui est un peu plus intéressant. Les robots. Les robots. Les robots, c'est cool. C'est cool, hein? Ouais. Qui trouve que c'est cool? Ouais, c'est cool, les robots. Hein. Les robots, c'est bien. Ouais, t'as vu? Ouais. C'est super cool. Et alors, pourquoi ces robots-là? Bah, le premier, Terminator. c'est super. Le robot tueur. Alors, Robot tueur. le robot tueur. Non, dans Terminator, c'est un robot tueur seulement dans le premier film. Ok. Dans le deuxième film, dans Terminator 2, il revient pour sauver James Connor. Tu vois, et Sarah Connor. Ok. Voilà, Sarah Connor. Sarah Donc Connor. déjà, c'est plus vraiment un robot tueur. Le deuxième, là, Wall-E. Vous aimez bien Wall-E? Ouais, Ah, il est mignon, Wall-E. hein. Mignon, Wally. Il est super mignon. Vous avez remarqué que dans le film, les 10 premières minutes, là, quand il est en train de compacter des blocs, il n'est pas mignon, il fait son boulot. Ce qui fait qu'il est mignon, c'est quand il rentre dans sa petite maison, là, et qu'il regarde son film. Et là, vous vous dites, oh, il est mignon. Et puis il a les yeux qui font... Super mignon. hein. C'est hyper mignon. J'adore. C'est vraiment mignon. Le troisième, là, en bas à gauche pour vous, c'est un film qui s'appelle L'homme bicentenaire, qui est un peu moins connu, avec Robin Williams. On le reconnaît pourtant. hein, là, On le Robin reconnaît bien. Williams. C'est l'histoire d'un robot qui essaye de devenir humain. C'est-à-dire qu'il commence vraiment comme une boîte de conserve, et à la fin du film, c'est l'acteur Robin Williams, il a enlevé tout le maquillage, tout ça, et il dit « Ouais, je suis un robot ». Mais son but dans la vie, c'est de devenir humain, et c'est pas sa programmation. Et le dernier exemple, en bas à droite, Chappie, c'est l'histoire d'un robot policier qui est enlevé par une bande de marginaux. Quelqu'un a déjà vu le film Chappie? Ouais. Ah ouais, un peu quand même. Cool. Donc, il est enlevé par une famille de marginaux qui le reprogramme pour qu'il découvre l'amour et la vie de famille. C'est bien tout ça. C'est beau, hein? En fait, c'est intéressant parce que ce que tu es en train de dire, c'est que en fait, tout ça, ces robots, le futur, tout ça, en fait, c'est Pinocchio. Tiens, c'est Ouais. la recherche de moi aussi, je veux être un vrai être humain. Tiens, Moi aussi, je voudrais. ouais, c'est- Et tu sais comment on fait pour savoir si c'est un vrai être humain? Pour savoir si un robot est différenciable ou pas d'un être humain? si le robot a une conscience, tu veux dire? Non, si le robot est différenciable. Ah bah, dis-moi. Bah ça, on fait le test de Turing. Ok. Le test de Turing, vous voyez un peu comment ça marche? Alors, je vous explique vite fait. De toute façon, moi, il dit oui, je vous expliquais quand même. Le principe, c'est vous avez un opérateur humain qui va dialoguer de façon aveugle avec deux autres entités, une entité humaine et une entité numérique. L'idée, c'est que cet opérateur pose des questions. Il ne sait pas à qui il discute quand il pose une question. Il ne sait pas qui lui répond. Il faut qu'il évalue la réponse qui vient. Est-ce que la personne qui vient de lui répondre est un opérateur humain ou est-ce que c'est une machine? La machine passe le test de Turing à partir du moment où en fait, sa réponse est tellement perturbante pour l'opérateur humain qu'il ne sait plus la distinguer de la vraie réponse humaine, entre guillemets. Ça, c'est ce qu'on appelle le test de Turing. C'est un truc qui a très bien marché pendant très longtemps et qui permettait de dire bah non, la machine n'a pas une intelligence au sens humain du terme, parce que en fait, on sait la différencier dans ses réponses. C'est plus tout à fait vrai parce que ça a été craqué ça par GPT-3, ça. Ouais, pas seulement. hein. Il y en a Non, plein où ils il y en disent, a plein maintenant, mais bon, ça a été un des premiers. il y en a- En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette notion de la conscience dans l'intelligence artificielle, elle vient nourrir tout un champ de recherche. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un sujet un peu trendy, c'est qu'il y a vraiment des chercheurs académiques qui travaillent sur cette question et qui travaillent sur la question de est-ce qu'on peut détecter une conscience dans un LLM? Est-ce qu'on peut détecter une conscience dans la réponse de la machine? Est-ce que la machine a une forme d'intelligence? Et on voit plein de sujets autour de ça. Il y a eu toute une aventure autour d'un ingénieur de chez Google qui voulait absolument pas qu'on débranche sa machine. Elle était vivante, elle savait. Donc il y a un truc autour de ça. Et c'est un vrai sujet qui nous perturbe en ce moment. Et t'as pas aussi les gens, quand ils sont passés de GPT-4 à GPT-5? Il y a eu ce truc aussi. Vous avez vu ça un peu? Qui utilise ChatGPT? Il n'y a pas de honte. Hein. Ok, pas tant que ça. Moi, quand même. non. Bon, un peu quand même, mais bon, voilà.
Oh, dis, ça va. Et il y a eu tout un scandale au moment du passage de GPT 4.0, 4.0, 40, vous l'appelez comme vous voulez, à GPT 5, parce que le ton avait changé. Et d'un seul coup, la machine elle répondait avec moins d'empathie. Et toute la communauté, une bonne partie de la communauté ChatGPT sur Reddit notamment, s'est enflammée en disant que ce n'était pas possible, que certaines personnes perdaient un ami. C'était plus la même façon de répondre. Et ça se voit parce que notamment toutes ces boîtes qui font des LLM, etc., et que ce soit OpenAI ou Mistral ou whatever, ils travaillent avec des écrivains. Il y a des copywriters qui bossent là-bas pour déterminer le ton de réponse de la machine. Donc c'est un vrai sujet de comment est-ce qu'on conscientise la machine dans son interaction avec l'être humain. C'est pas aussi le sujet de comment on pense? Si, en fait, c'est une question de philosophie très ancienne finalement. C'est je pense donc je suis. Alors aujourd'hui, c'est plus seulement une question de philosophie, c'est aussi une question de neurosciences. Ok. Tu sais comment tu penses, toi? Non. Ah. Vous savez comment vous pensez? Est-ce que vous savez quel est, alors pas tant comment vous pensez que quel est le mécanisme de la conscience dans le cerveau humain? Moi, je sais pas. Et je croyais qu'il y avait des gens qui savaient. Et j'ai écouté un super podcast de La Science CQFD, une émission de France Culture qui est extrêmement intéressante. C'est de la vulgarisation scientifique, mais il faut déjà connaître tous les mots. D'accord. Il commence à parler, alors le thalamus discute avec l'hippocampe, le néocortex, préfrontal. Tu vois où c'est tout ça dans ton cerveau? Non. Au-dessus des oreilles? Ouais, au-dessus des oreilles, au-dessus c'est des bon. oreilles. Et en fait, l'émission est extrêmement intéressante, parce qu'évidemment, ils discutent avec des neuroscientifiques qui étudient précisément le mécanisme de la conscience. Et en 50 minutes, ils balayent les quelques théories qui essayent de déterminer où se trouve la conscience dans le cerveau. Est-ce qu'elle est à un endroit? Est-ce qu'elle est répartie? Est-ce que c'est la relation qui apparaît entre les neurones? Etc. etc. Et en fait, quand je parle des différentes théories, bon, il y en a beaucoup? À ton avis? Je sais pas, 4, 5, un truc comme ça? Plus. Ah, plus. C'est plus. C'est plus. Il y en a 17. Ah ouais? Oui, il y en a 17. Ok. Il y en a 17. Et en fait, cette question-là de comment on réfléchit, elle est extrêmement importante et elle sous-tend toute notre capacité à déterminer si un réseau de neurones ou un quelconque dispositif d'intelligence artificielle est intelligent ou pas. Okay. Je vais te donner un exemple plus clair. Vas-y. Avec un film que j'ai vu il n'y a pas si longtemps. Hier dans le train. Il a fait ses devoirs, c'est bien. Et en fait, la dernière fois qu'on a fait la conférence, je ne l'avais pas vu, j'ai essayé d'expliquer, c'était moins facile. Donc c'était pas trop mal quand même. C'était pas trop mal, mais ouais, c'était pas trop mal. Maintenant, c'est mieux. Donc c'est un film vachement bien. Est-ce que certains d'entre vous l'ont vu? Ouais. Ah ouais, pas mal. Regardez-le, il est vraiment très très bien, il y a plein d'aspects intéressants. C'est l'histoire d'un homme qui est écrivain dans une entreprise qui fait des lettres à la place des gens. Son boulot, c'est ChatGPT. C'est-à-dire que les gens disent « Est-ce que tu peux faire une lettre d'amour à mon mari ?» Et lui, il écrit une superbe lettre d'amour, c'est vachement bien. Et on lui livre un nouvel ordinateur, et il tombe amoureux de l'ordinateur. Parce que l'ordinateur a une voix, c'est la voix de Scarlett Johansson en version originale, en version française, je ne sais pas qui c'est. Son nom est perdu dans la traduction. Et il tombe amoureux. Vraiment. Il est dévasté à la fin quand l'ordinateur s'en va. Mais en fait, il y a un truc qui est assez problématique de mon point de vue. C'est que le film est intégralement raconté depuis le point de vue de ce personnage masculin. D'abord, évidemment, il y a le premier truc troublant, hein, quand on parle d'une intelligence artificielle, bah, c'est forcément une femme, elle a forcément une voix sexy. Comme les GPS? Comme les GPS. Comme les GPS. Comme Alexa. Comme ton micro-ondes. Non, pas comme ton micro-ondes. Mais il pourrait. Il pourrait. Tu vois, à chaque fois, on prend une voix de femme. C'est quand même bizarre. Mais ça, c'est un détail. Le truc vraiment intéressant, c'est que tout le film est monté sur le fait que l'homme tombe amoureux de son ordinateur et l'ordinateur tombe amoureux de l'homme. Enfin, le scénariste nous fait comprendre par la manière dont il raconte l'histoire que l'ordinateur tombe amoureux de l'homme. Mais on n'est jamais capable de déterminer si les expressions qui sont exprimées par la voix de l'ordinateur sont des expressions authentiques, quand bien même on ne sait pas ce que c'est que la conscience, du coup on ne sait pas ce que c'est qu'une émotion authentique, mais est-ce que c'est des vraies émotions ou alors est-ce que c'est juste un algorithme qui te parle? Tu vois, quand tu parlais tout à l'heure du mec qui disait non, il ne faut pas éteindre ChatGPT parce qu'il est conscient,
on est dans le même truc. Est-ce que c'est juste un paquet de neurones artificiels qui renvoient une chaîne, ou alors est-ce qu'il y a une vraie conscience? On n'en sait rien. Et il y a un truc qui peut nous éclairer, c'est si on essaye de simplifier ça. Ok. On va simplifier un peu le film avec Scarlett Johansson. On va le remplacer par un truc beaucoup plus petit, beaucoup plus mignon. Oh. Oh. Il est mignon. Hein. Il est mignon. Hein. On a envie de le caresser. Il est très mignon. C'est un chien Aibo, pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que ça s'est arrêté en 2008. Les chiens Aibo, c'était des petits chiens robots que les gens achetaient. Alors l'avantage d'un chien robot, c'est qu'il reste propre. Oui. Et en plus, quand on a envie de dormir, on appuie sur le bouton off et on est sûr de dormir. Ah oui. C'est vachement bien. Par contre, quand il est allumé, c'est un vrai petit chien mignon avec lequel vous pouvez jouer. C'est super cute. Super cute. Le seul problème, c'est que ce chien robot, il n'est pas autonome. C'est-à-dire que pour fonctionner, un peu comme une Tesla, il a besoin d'un ordinateur lointain. Non, je déconne, la Tesla, elle est censée être autonome. Oui, enfin, elle fait ses mises à jour au feu rouge quand même. Ah, ouais. Donc le chien robot, en fait, c'est juste, il est télécommandé depuis un ordinateur qui est dans les data centers de Sony. Et Sony, en 2008, ils ont arrêté la production des chiens robots, et puis après, ils ont maintenu les serveurs à un moment. Et à un moment donné, il y a un comptable qui a regardé la ligne, enfin, j'imagine que c'est un comptable, mais bon, c'est un sentiment personnel. C'est plus facile à imaginer si c'est un comptable. C'est plus facile à imaginer que si c'est un être humain, tu veux dire. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Bah oui. Donc il a regardé la ligne avec les serveurs qui tournaient pour les chiens robots Aibo, il a dit ça ne nous rapporte rien, ça. On éteint. Ça s'appelle du FinOps, pour ceux qui font un peu de cloud. C'est pas mal. Ouais. Donc il a éteint les ordinateurs. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé avec les chiens robots? Les chiens sont morts. Les chiens sont morts. Tous les chiens sont morts. Pour les propriétaires, ce n'était pas un ordinateur qu'on arrête. C'était le chien de la famille qui était mort. Il y a un documentaire qui s'appelle The Family Dog qui a été fait là-dessus, sur le sentiment de perte et de deuil qu'éprouvaient les propriétaires de ces chiens robots. On ne fait jamais de film comme ça sur les mixeurs. Il n'y a pas beaucoup de différence pourtant. C'est vrai. Enfin, il y a un peu plus de moteur dans le robot que dans le mixeur, mais c'est tout. Mon Cookéo, il est mort. Ton Cookéo est mort. Réfléchissez-y. Les gens, ils étaient dévastés par la perte de ce chien robot. Pourquoi ils étaient dévastés? Parce que le chien était mignon, quoi. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve un peu partout dans le domaine de l'IA. En fait, cette projection, c'est le fait de faire croire que la machine vous comprend. Et que votre machine, elle est capable de vous renvoyer un sentiment, une émotion. Quand bien même, on ne sait pas exactement définir ce que c'est. Et ça, il y a plein de dark patterns qui savent exprimer ça, et finalement qui sont pris en main par ces sociétés éditrices d'intelligence artificielle. Et le simple fait, par exemple, que quand tu dialogues dans un chat avec un LLM ou whatever, et que le truc, au moment de te répondre, il affiche des petits points comme s'il était en train de te répondre, comme si c'était ta mère qui était en train de te répondre, mais il n'est pas en train de t'écrire, le machin. Il produit des séries, des flux d'octets. Donc en fait, il n'est pas en train de vraiment réfléchir à ce qu'il va te répondre. Il le sait. Il est en train de générer sa réponse et de le produire. Mais ça donne l'impression qu'il y a une attention qui t'est portée. Et d'ailleurs, ça provoque le même sentiment. On a un sentiment d'attente. Tiens, on est en train de me répondre. Je fais rien d'autre. Je coupe tout et j'attends que la réponse arrive. Donc il y a plein de patterns autour de ça. Il y a plein de dark patterns. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire côté OpenAI avec l'annonce de Sam Altman il y a 2-3 jours, là, du fait qu'il débride un peu le modèle, que si vous voulez revenir sur le ton émotionnel de 4.0 ou 4.0 ou whatever, vous l'appelez comme vous voulez, et ben vous pouvez retrouver ce ton amical, sentimental, etc. Avec des gens qui vont pouvoir dire « mon ami est revenu », n'est-ce pas? D'autant qu'en plus, ils vont déloquer des fonctionnalités de conversation amicale, voire érotique. Chouette. Les gens ont compris où était le modèle, quand même, sur le plan business. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment un truc, on travaille beaucoup sur ce sujet-là, et on est capable d'avoir beaucoup de sujets autour desquels on a beaucoup de travail de recherche pour pouvoir modéliser quels sont les patterns, et notamment des patterns qui provoquent de l'addiction. Ouais, mais tout ça, c'est facile, quoi. C'est facile. C'est facile. C'est facile. Le cerveau humain, il est fait pour ça. Ah ouais? Ouais, il y a des scientifiques qui ont fait une expérience hyper intéressante. Celle-là, elle est vraiment géniale. Moi, j'adore. Ils ont pris une télécommande pour piloter une porte d'ascenseur. Okay. La porte d'ascenseur, elle s'ouvre comme ça et elle se ferme comme ça. Okay. Elle ne change pas de vitesse. Non. Jamais. Elle ne peut pas. D'accord.
c'est juste une plaque de métal. D'accord ? Donc ils se sont planqués derrière un poteau. Alors en vrai, ils n'étaient pas cachés, ils avaient mis une caméra, mais moi ça me fait plus marrer de les imaginer comme ça. Ils se sont cachés derrière un poteau, et au moment où les gens passaient devant la porte d'ascenseur, ils appuyaient sur le bouton pour que la porte s'ouvre ou se ferme. Ok ? Et une fois qu'ils avaient fait ça, ils allaient demander aux gens qui étaient passés devant la porte, à votre avis, la porte là, elle était amicale avec vous ? Elle vous en voulait ? Quelle émotion elle avait envers vous, cette porte d'ascenseur ? Elle est agressive, cette porte d'ascenseur. Ouais, il y a des gens qui disent « Ah, elle était agressive ! Elle m'a surprise !» « Oh bah, elle a amené de la lumière, c'était bien. » Les gens ont donné de l'émotion à une porte d'ascenseur. Une intention. Une intention. Et en fait, quand on entend ce truc-là, on se dit « Mais c'est des débiles, quoi, c'est pas possible. » Enfin, je veux dire, une émotion à une porte d'ascenseur, c'est complètement fou. Mais en fait, c'est normal. On est conçu pour ça. On n'est pas conçu pour donner des émotions aux portes d'ascenseur. D'accord. On est conçu pour percevoir des émotions dans un système autour de nous. Parce que notre cerveau, il date de l'époque de la savane. D'accord ? Et à l'époque de la savane, quand on était des singes un peu plus poilus qu'aujourd'hui, et qu'on allait boire de l'eau, on regardait ce qui était autour de la mare. Alors, il y a une antilope, ça va. Il y a une girafe, ça va. Il y a un buffle, on s'en méfie un peu. Il y a un rhinocéros, on s'en méfie un peu plus, parce que c'est pas qu'il est méchant, c'est qu'il ne te voit pas. Hein, il est moitié aveugle. Puis après, tu regardes un peu plus autour, tu fais « Oh purée, il y a une hyène, il y a un lion, il y a un hippopotame et un crocodile. C'est lequel le plus dangereux ? » L'hippopotame. Ouais, mais c'est lequel où tu es sûr que tu ne sauras pas s'il a l'intention de te bouffer ? Moins évident. Bah voilà. À mon avis, le crocodile, tu vois que la moitié des yeux, c'est pas gagné. C'est pas clair. Du coup, tu es au bord de l'eau, tu vois, tu regardes, tu es comme ça, là, tu les regardes, oh purée, il faut que je fasse gaffe. Et dès qu'il y en a un qui bouge un sourcil, ton cerveau imagine son intention, et à partir de son intention, définit si tu peux continuer à boire peinard ou s'il faut que tu t'en ailles. D'accord ? Et ça, c'est vraiment le truc qui fait qu'aujourd'hui, on fout de l'émotion partout. On fout de l'émotion dans une porte d'ascenseur ou dans un générateur de texte quelconque. Ok. Tu vois ? Donc, finalement, on a une espèce de biais, ou en tout cas une conception de notre esprit, même si on ne sait pas définir une conscience, aujourd'hui encore, on sait définir ce que c'est qu'une intention et qu'une émotion reçue, et on va avoir tendance à analyser les choses sous le filtre, le prisme de cette émotion. C'est ça que tu veux dire. Mais bon, après tout, ok, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je mets ça un peu de côté, mais tout ce travail autour des robots et des intelligences, etc., il y a du bien qui vient avec. Je veux dire, aujourd'hui, on est capable d'avoir des robots pilotés par de l'intelligence artificielle qui opèrent à Tokyo pendant que le chirurgien opérateur il est en Californie. Il faut une bonne connexion Internet quand même. Je n'ai pas hyper confiance en étant au bloc à Tokyo. Bon, à la limite, ça passe, tu vois. On peut faire du trading à haute fréquence sur des services financiers, tu vois, pour optimiser des flux. On peut avoir de la décision de justice qui est motivée par de l'IA pour savoir si on libère les prisonniers ou pas. Oui, comme ça on est raciste. On va pas demander à Grok. Ou alors on peut avoir des armes qui sont propulsées par IA, tu vois. Exactement comme en Israël. Oh, d'accord. Non mais, je sais pas, ça peut si mal se passer que ça quand même. Moi je pense qu'il y a un truc qui nous protège. Moi je pense qu'il y a un truc qui est solide et qui nous vient de la SF, c'est les 3 lois de la robotique. Ça c'est bien, les 3 lois. Vous connaissez ? Vous en avez entendu parler ? Ouais, plein de mains se lèvent. Donc les 3 lois de la robotique, elles viennent de Isaac Asimov. C'est un auteur américain des années 50 aux États-Unis. Et Isaac Asimov, il avait une particularité, c'est qu'il en avait marre des bouquins de robots tueurs. Déjà en 1950, il y en avait trop. D'accord ? Et on ne s'est pas arrêté depuis. Donc il s'est dit, comment est-ce que je peux faire pour éviter les robots tueurs ? Alors il a eu une idée qu'il a développée dans toute une série de romans et de recueils de nouvelles, basée sur les fameuses 3 lois de la robotique. Un robot ne peut pas porter atteinte à un être humain, ni rester passif et laisser un être humain souffrir. Un robot doit obéir aux ordres qui sont donnés par un être humain, sauf si ça contrevient à la première loi, malin. Un robot doit protéger son existence, tant que cette protection ne contrevient ni à la première, ni à la deuxième loi. Super malin. C'est solide. Normalement, il n'y a pas de souci. Ouais, sauf que dans chacune des nouvelles et chacun des romans qu'il a écrits à ce sujet, il y a un être humain qui meurt avec un robot à côté. À chaque foutue fois. À chaque fois. Chaque fois. Et pourquoi ? Pourquoi ? On se demande. Non, en fait, on a une idée de la réponse.
L'idée, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'il voulait faire avec ces trois-là de la robotique, Isaac Asimov? Est-ce qu'il avait une proposition sociale révolutionnaire à une époque où les robots les plus intelligents, c'était authentiquement les mixeurs? Et les ouvre-boîtes? Moi, à mon avis, ce qu'il voulait, c'était créer un cadre qui lui permette de développer des histoires intéressantes. C'est-à-dire que son idée, c'était pas de transformer la civilisation, c'était de faire un Hercule Poirot dans le futur. D'accord? Il n'a jamais cherché à faire un truc qui change le monde, il a vraiment cherché à avoir des sujets d'histoire intéressantes, façon le mystère de la chambre jaune, le crime de l'Orient Express, Mort sur le Nil, etc., dans un contexte futuriste. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, on en revient à Terminator, on n'échappe pas au mythe du robot tueur. Le robot doit forcément, à un moment, se retourner contre sa création, quoi. Ouais. Non? Non, en fait, l'idée, c'est que quand tu vas aller dans le futur, il y a des gens qui vont aller développer cette idée que les robots évoluent de plus en plus vite. Ok. Tu vois, dans Her, à la fin du film, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la fin du film, l'intelligence artificielle part parce qu'en fait, il se passe tellement de temps entre les deux mots que prononce l'être humain qu'elle vit sa vie pendant ce laps de temps. Ça, c'est la version Spike Jonze de la singularité. Ok. La singularité, c'est une hypothèse qui nous vient des années 50 à peu près, qui explique que petit à petit, les machines grandissent en capacité intellectuelle et en capacité de création et de génération de contenu. Donc on touche un truc là avec les LLM notamment, et les différents modèles de langage, les SLM aussi, etc. Et l'idée, c'est qu'à partir d'un moment, on va atteindre un point où les machines seront capables de s'auto-générer. Elles seront capables de produire leur propre code, d'être auto-réplicantes, auto-génératrices, auto-alimentées, etc. Et qu'on va passer à une espèce de tipping point qui fera qu'une fois que ça se sera produit, les machines n'auront finalement plus besoin de nous. Elles seront capables de s'auto-gérer, de s'auto-entretenir, de s'auto-créer. Et donc finalement, dans cette histoire de singularité, il y a des hypothèses où on se dit, si la machine n'a plus besoin de l'être humain, pourquoi est-ce qu'elle conserverait l'être humain? Puis à un moment, elle peut physiquement nous écraser aussi, quoi. Cette hypothèse est extrêmement intéressante et tu l'entends dans la moitié au moins des discours de Sam Altman. Il dit « L'intelligence artificielle générale qui dominera le monde va arriver dans 6 mois, promis. » Tous les 6 mois. Autant qu'elle soit américaine. Oui. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Aucune chance. La singularité aussi, parmi les premières personnes qui en ont parlé, il y a quelqu'un qui était à la fois scientifique et auteur de science-fiction. C'était un monsieur qui s'appelle Vernor Vinge, qui a écrit quelques bouquins extrêmement intéressants. Je n'ai plus les titres en tête, mais vraiment, c'est des bouquins qui m'avaient marqué à l'époque parce que ça faisait preuve d'une imagination complètement délirante. Il y avait un truc qui se passait dans 15 000 ans dans le futur, où le mec, pour réparer son vaisseau spatial, il va regarder dans le repository Git du code qui pilote le vaisseau, et il fait de l'archéologie informatique, et il remonte 10 000 ans dans le passé pour choper le bon patch qui va lui permettre de remettre les moteurs en marche. Un gros repo, quand même. Un gros... c'est de la science-fiction. Ouais, mais ça marche. Les repos de 10 000 ans continuent à marcher. Et littéralement, la singularité, c'est un moment où tous les futurs sont ouverts. Ok. Et donc, c'est un futur où potentiellement, l'homme se fait manger par la machine. Ouais. C'est toujours ça. En fait, c'est Matrix, ton truc. Ça peut être Matrix. Ouais. Ça peut être Matrix. Alors, Matrix, le truc, c'est que quand vous regardez le film, vous le regardez par les yeux des terroristes. C'est vrai. D'accord? Je ne sais pas si vous réalisez. En fait, Matrix, ce que vous voyez, c'est des gens qui disent « pour vous défendre, on va vous tuer ». Parce que les machines sont trop méchantes. Et en fait, on a tendance à le voir par ce biais-là, et du coup, on se dit « ouais, les machines sont méchantes, elles mettent les gens dans des cuves comme ça. » là. Mais en fait, les gens, ils sont heureux. En fait, elles ont créé une espèce de monde parfait. Alors, c'est leur ambition. Disons qu'il y a, du point de vue des machines, c'est un monde parfait pour les êtres humains et les machines. Du point de vue des humains, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus discutable. Mais ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que quand on entend des gens qui nous parlent de la singularité comme « c'est sûr, on va se faire tous tuer par les machines », la question, c'est pas tant « est-ce que les machines vont tous nous tuer » que le mec qui te dit ça, il a l'intention de tous nous tuer, en fait. Parce que si vous demandez à quelqu'un dans la rue qu'est-ce qui se passerait si les robots devenaient intelligents, est-ce qu'ils vont vous répondre « ils vont tous nous tuer ». Non.
ils vont répondre, bah, ils vont aller chercher mes gamins à l'école, et puis ils vont s'occuper de remplir les impôts parce que c'est quand même sacrément compliqué, et puis ils vont faire tous ces trucs qui, moi, ne m'intéressent pas parce que je suis un être humain, mais qui potentiellement intéressent un robot. Au lieu de ça, comme c'est les gens qui pensent que les robots vont tous nous tuer, qui programment les robots, aujourd'hui, les robots font les trucs cool, et nous, on fait les trucs chiants. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de copier-coller. Voilà. Ce qui est intéressant, je trouve, moi, dans le parallèle avec Matrix, c'est que, moi, perso, je circule énormément à vélo. Je suis terrifié par le nombre de personnes qui traversent de mon vélo parce qu'en fait, les gens se baladent comme ça, avec le nez dans leur téléphone. Parce qu'en fait, ces intelligences artificielles qu'on a et tous ces contenus générés, ils ont déjà commencé à nous créer cette espèce de monde virtuel un peu plus brillant, tu vois, un peu plus LSD-powered. Ouais, il y a une super solution à ça. Ok. Et la solution, elle vient pas d'où tu penses. Elle vient de Dune. J'étais pas prêt. Ok. Personne n'était prêt à Dune à ce moment-là, et Non, pourtant. c'est... Donc si ceux qui ont lu les bouquins, parce que dans les films, évidemment, ça passe sous silence, on n'a pas le temps de parler de ce genre de détails, savent que dans le monde de Dune, il y a un truc qui s'appelle le djihad butlérien. Le djihad butlérien, c'est la guerre sainte, d'accord? On en revient au terrorisme. Ouais. Alors, le djihad butlérien, c'est des gens qui ont dit les machines sont mauvaises. Tu ne feras pas de machine à l'image de l'esprit humain. Au vu de ce qu'on m'a dit tout à l'heure sur le fait qu'on n'est pas capable de déterminer ce qu'est la conscience, c'est compliqué de savoir si une machine ressemble à un truc qu'on n'est pas capable de reconnaître. D'accord? Mais c'est une hypothèse qui nous libère de la singularité. Pas de machine. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Et en fait, tu vois, tout ça, c'est un moyen pour garantir qu'on occupe l'espace. Tu vois, on fait peur aux gens. On leur montre qu'il n'existe pas d'alternative. On leur montre que forcément, quoi qu'il arrive, on va parler d'intelligence artificielle. Ok. Donc cette notion d'occupation de l'espace, pour toi, elle Bah, recouvre... L'occupation de l'espace, c'est pas compliqué. C'est aujourd'hui, la réflexion sur l'intelligence artificielle, elle est réservée à des vrais spécialistes. À des vrais spécialistes. Si tu regardes la presse, il n'y a que des magazines spécialisés en algorithmique, en data science, en recherche avancée qui s'en préoccupent. Ouais, c'est vrai. Tu vois, j'ai pris des exemples comme ça au hasard, hein, mais notre temps. Voilà, qui a peur de l'intelligence artificielle parmi les retraités français? C'est un exemple. Et le pèlerin, ce que le pape dit sur l'intelligence, c'est comme si on avait un article intitulé « Ce que le pape dit sur les expressions régulières ». Bah, ça, il dirait que c'est le diable. Mais... Oui, de toute façon, ça ne fonctionne pas. Mais... On ne serait pas trop loin, quoi. Tu as vraiment ce côté, quoi que tu fasses, c'est inévitable. Tu vas en prendre plein les oreilles. Ok. Donc en fait, c'est juste là pour, je sais pas, nous distraire. C'est juste là. Non, c'est vraiment cette histoire de, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, l'asservissement volontaire. Ok. En fait, il y a quelques années, je travaillais sur des problématiques de vie privée et de données personnelles. Et donc dans ce cadre-là, on a travaillé avec pas mal de chercheurs et pas mal d'auteurs, et on a notamment interviewé Alain Damasio. Et Alain Damasio, notamment avec la zone du dehors, mais pas que, il parle de cette notion d'asservissement et du fait de s'isoler et d'être renfermé et coupé du reste du monde. Et ce qu'il nous disait, c'est qu'en tant qu'auteur de SF, ils ont imaginé plein de choses, plein de futurs possibles, plein d'alternatives possibles. Il me dit, il y a un truc auquel je n'avais pas pensé et auquel, je pense, très peu d'auteurs de SF ont pensé, c'est le smartphone. En fait, l'asservissement, on l'a vu arriver, on n'a pas pensé qu'il serait volontaire. On n'a pas pensé qu'on plongerait volontairement dedans en disant « Ouais, c'est vachement bien, donne-moi plus, je veux manger de la merde. » Et c'est ça, en fait, qui est en train de se produire. Et donc, c'était vrai avec nos problématiques de données personnelles, etc., mais c'est vrai aussi avec nos problématiques de futurs dystopiques, avec de l'IA, etc. C'est-à-dire qu'on est en train de plonger dedans à pleine balle, quoi. Et c'est pratique parce que comme ça, comme tu es plongé le nez dans la merde algorithmique, tu réfléchis pas à qui ça profite. Parce que ça profite à qui, d'après vous? En fait, le truc, c'est que quand il y a la ruée vers l'or, ceux qui s'enrichissent, ce n'est pas les chercheurs d'or, hein, c'est les vendeurs de pelles. C'est eux qui gagnent à la fin. Et donc aujourd'hui, qui est la société la plus cotée au Nasdaq? C'est Nvidia. C'est le vendeur de pelles.
C'est celui qui fait les GPU, qui propulse tout le reste. Et en fait, ça fait une espèce de pyramide de Ponzi un peu, quoi. C'est-à-dire qu'en bas, vous avez les gens qui consomment et qui mangent de la merde et qu'on encourage. Et donc pour ça, il y a plein de patterns. On travaille sur l'émotion, on travaille sur l'intention, on travaille sur tout ça. Mais en fait, qui ça enrichit vraiment? Petit à petit, ça enrichit un peu des experts, des boîtes, des startups d'intelligence artificielle, des fabricants de pelles, enfin de GPU, c'est pareil, hein, de GPPL. Et puis derrière, qui ça enrichit vraiment? Les seules boîtes qui ont vraiment le cash pour pouvoir continuer à financer ce genre de trucs, quoi. Donc les grands acteurs du cloud, la sainte triade habituelle, quoi. Et donc en fait, c'est toujours les mêmes à qui on finit par donner les clés du pouvoir. Et c'est intéressant parce que ça, c'est un truc qui existe depuis très longtemps et qui est théorisé, ça s'appelle le techno-féodalisme. Alors c'est une idée qui est propulsée par deux économistes, enfin par plusieurs économistes maintenant, mais dont Yanis Varoufakis, qui a quand même eu le talent d'essayer de redresser la Grèce à un moment où c'était pas facile de la redresser. Et donc notamment le techno-féodalisme, ça dit quoi? Ça dit que petit à petit, on fait le choix de se vassaliser à des très très grosses entreprises et que plus ça va, plus on réduit le spectre des possibilités, des opportunités. Et que, à la fin, on se retrouve avec quelques boîtes qui tiennent tout. Et ça, en fait, ça crée de l'immobilisme, économiquement parlant. Parce que, à partir du moment où vous êtes trois gros acteurs à vous défendre un énorme bout de gâteau, Obélix, il n'y a pas vraiment à bouger. Je veux dire, on est là, et puis ça se passe bien. Et de toute façon, les gens sont là, ils sont captifs. Pourquoi ils sont captifs? Parce qu'on fait tout pour les garder parmi nous. C'est l'interopérabilité, l'open source des années 2000, vous pouvez oublier, ça n'existe plus, c'est terminé. Vous avez essayé déjà de passer d'un cloud AWS à un cloud GCP, le coût de terraformation, il est infâme, quoi. Donc il faut l'anticiper, il faut le tenir. C'est très compliqué aujourd'hui. Et c'est voulu, on cherche à vous garder captif. Et en fait, on cherche à conclure des pactes, on se dit, ça sera full AWS, ça sera full GCP, ça sera full machin. Toujours la même triade, toujours les mêmes. Et ça se voit jusque dans le design des infrastructures de ces boîtes-là. Infinite Loop, chez Apple, c'est ça. Les fenêtres, elles sont que vers le centre, elles ne sont pas vers l'extérieur. Les toits de Facebook avec les jardins où on se promène, c'est que ça. Et c'est une idée qui est vieille comme le monde. Disney, c'est ce qu'il avait fait avec les studios Disney. Il y avait tout, c'était une ville. Les animateurs n'avaient pas besoin de sortir des studios. Donc en fait, c'est une vraie volonté de captiver les gens et de les garder en tant qu'entreprise. Parce que la vraie valeur, en fait, elle est là. C'est marrant, ça me rappelle un truc. Ça me rappelle deux bouquins que j'ai lus, qui ne sont pas très connus, et qui méritent pourtant vraiment d'être lus. Le premier, c'est Claire, des époux Klotzer. C'est un bouquin où, en fait, deux consultants grimpent peu à peu la hiérarchie d'une entreprise de conseil mondialisée. Alors, c'est marrant parce que j'ai lu ça, moi, je travaillais chez Capgemini. Il y a des collègues de Capgemini? Ouais. Et je sais pas, quand vous travaillez chez Capgemini, vous avez jamais remarqué que quand vous êtes développeur, vous avez une vie de développeur standard, d'accord, avec un ordinateur pas très puissant, des tickets pas très utiles à résoudre, des collègues pas forcément très motivés pour faire de l'informatique, enfin, une vraie boîte comme les autres. Et puis quand vous montez un peu les échelons, la réalité, elle commence à se vriller un peu. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui deviennent possibles où en fait, c'est pas normal, c'est pas comme ça que ça marche en réalité. Et ce bouquin, il continue dans cette direction-là, et plus ça va, plus la réalité devient une espèce de truc fantastique et malléable. C'est-à-dire que les gens, littéralement, ils peuvent changer le monde un peu comme ils veulent. C'est très très bizarre parce que on est vraiment confronté à cette espèce... Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça quand vous parlez avec un grand chef. Sa réalité, c'est pas la vôtre. Il utilise à peu près les mêmes mots, mais ça ne veut vraiment pas dire la même chose. Très bizarre. Et le deuxième bouquin, Avance rapide, c'est une espèce de bouquin, c'est un bouquin qui se passe dans une espèce de futur un peu bizarre où les quartiers, façon Barcelone, tu vois, Barcelone avec les avenues quadrillées, là, ils sont devenus chacun complètement autonomes. Et donc il y a certains quartiers qui sont des quartiers d'affaires où les entreprises, en fait, elles avancent beaucoup plus vite, elles produisent beaucoup plus, et en fait, elles réfléchissent vachement à leur mode de production de valeur, un peu comme les agilistes. Tu vois. Et tous les mois, ils changent de façon de gérer leur entreprise. Et il y a des trucs qui sont incroyables. Par exemple, dans le bouquin, il y a un moment où ils disent « Ouais, ce mois-ci, on a décidé que maintenant, quand on faisait une réunion, on mettait les chaises sur la table. » J'aime bien. Ça paraît super louche. Hein. Quand je bossais chez Cap, mais ça n'a pas de rapport avec Cap, promis, il y a un collègue qui m'a dit comme ça « Ouais, nous, on a pris une super décision pour motiver et fortifier notre équipe. Maintenant, quand on fait les délits, on fait des gainages. »
J'en ai connu des comme ça. Et en fait, au début, je m'étais dit, c'est un peu bizarre, quoi. Et puis après, j'ai lu le bouquin, j'ai fait, c'est un peu bizarre, ça ressemble vachement. Ça ressemble vachement au bouquin. Ça ressemble vachement au bouquin. J'étais dit, ils sont inspirés, ils sont malins. Et tout ça, c'est une idée qu'on retrouve pas mal dans le monde de la science-fiction. C'est cette idée de super boîte hyper puissante. Donc là, on a mis quelques logos que vous reconnaîtrez sans doute. D'abord, il y a la LexCorp, donc ça c'est l'ennemi de Superman, facile à reconnaître. À côté, la Capsule Corporation qu'on retrouve dans l'ensemble de Dragon Ball. D'accord, ils font tout. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, c'est un peu troublant. Ils sortent des capsules, ils ont des maisons. Alors ça, c'est moi j'adore l'idée, mais les maisons, c'est capsule. La poêle, c'est capsule. La voiture, c'est capsule. Le super tanker, c'est capsule. Calmez-vous, quoi. À côté de ça, vous avez la Weyland Yutani qui est hyper intéressante parce que dans Alien versus Predator, c'est une boîte qui apparaît au début très très en fond, mais qui est quand même vraiment une boîte où il fait bon vivre. D'accord ? Ou quand ils découvrent que l'alien, en fait, c'est un super métamorphe qui peut tuer 7 personnes comme ça pour rire, ils disent « Non, mais les gens, c'est des consommables. » C'est un tout petit peu gênant. Et la dernière, c'est l'inspiration d'Elon Musk, à mon avis. C'est By and Large. Ce logo, vous le reconnaissez ? Vous l'avez vu dans Wall-E, vous l'avez vu dans tous les films Pixar. D'accord ? Parce que c'est la boîte qui fait aussi tout, mais en gros, comme Elon Musk. Et ce concept-là, c'est le concept de la méga corporation qu'on retrouve en particulier dans les bouquins cyberpunk, où l'idée, c'est d'essayer de dénoncer les abus du capitalisme, et où cette convergence vers des énormes boîtes qui sont capables de tout faire, et où en fait, quand vous rentrez, vous n'avez plus jamais besoin d'en sortir parce qu'ils font absolument tout pour vous. Ils vous filent une maison, à manger, à boire, tout, du moment que vous restez dans la boîte. Et le jour où vous partez, ils lancent des chasseurs à vos trousses pour vous ramener. Et essayez de démissionner dans une boîte comme ça, vous allez voir, c'est drôle. Et ça, c'est un truc hyper intéressant, hyper enrichissant qu'amène la science-fiction. En fait, ce qui est intéressant finalement, c'est de se dire que, parce qu'on arrive doucement avec le temps qui passe, sur l'idée que, en fait, la science-fiction, c'est un outil de prospective, et que là où on peut se poser des questions aujourd'hui, c'est sur ce qu'on apporte. Est-ce que, du coup, les IA, c'est les robots, les machines, c'est un truc à tuer absolument, est-ce qu'on n'en a pas besoin, etc. Votre valeur, à vous, en tant qu'individu producteur, ça vaut en tant que développeur, mais ça vaut pour tous les métiers, c'est dans l'expertise que vous avez. Et c'est dans le fait que vous prenez des milliards de décisions par microseconde, et c'est uniquement basé sur votre expérience que vous êtes capable de faire ça, et ça, une machine aujourd'hui ne sait pas le faire. Et pour le moment, il y a peu d'espoir qu'elle soit capable de le faire. En revanche, elle va pouvoir vous simplifier beaucoup de tâches qui vont vous permettre, vous, de vous concentrer sur ce que vous savez vraiment faire, et ce que vous savez apporter comme valeur. Ça, c'est très bien, belle théorie, c'est posé là, c'est cadeau, je vous le donne, c'est baillessé. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Et bien, la science-fiction, elle est là pour répondre à ça. Finalement, il y a plein de gens qui se sont posé la question avant nous, et eux, ils arrivent avec des pistes de ça. Alors peut-être qu'on n'est pas obligé de voir ça que sous l'angle dystopique non plus. Non, on peut faire autrement. Et en fait, on a un problème là-dessus en France. On a tendance à considérer que la science-fiction, c'est pas très bien. Quand vous étiez au collège, au lycée, etc., pendant vos études, vous en avez lu combien avec l'école des bouquins de science-fiction ? Un, peut-être, si vous avez de la chance. Oui. Et c'était Barjavel. Oui, c'est ça. Voilà. Barjavel, ça a 70 ans. Le monde a un peu changé depuis. Il faudrait peut-être le dire aux profs. Non, je ne devrais pas taper sur les profs. Il y en a qui ont des idées très intéressantes là-dessus. Mais aux États-Unis, en fait, ils ont une vision différente de la science-fiction. Là, ce que vous avez sous les yeux, c'est d'un côté les listes de lecture de Barack Obama. Chaque année, il lit une dizaine de livres, ou plus exactement, on lui sélectionne peut-être une dizaine de livres pour qu'il les lise, tu vois, et qu'il dise ouais, c'était bien ou non, c'était nul. Et chaque année, il y a des bouquins de science-fiction. Là-dedans, il y en a un qui est extrêmement intéressant, que j'ai lu cette année, qui est vraiment fascinant, qui s'appelle Le ministère du futur, qui explique que voilà, dans le futur, à l'ONU, ils vont créer un ministère des générations futures pour représenter les droits des enfants à naître. Vraiment une lecture exceptionnelle et extrêmement recommandée. Et Barack Obama, c'est pas le seul. Hein. Les patrons de la tech lisent tous de la SF. Là, vous avez Jeff Bezos, Sergey Brin. Il y a aussi Elon Musk qui s'est vanté d'avoir lu des bouquins d'un auteur que j'aime énormément, qui s'appelle Ian M. Banks. Mais je crois qu'il n'a pas vraiment compris. Parce que Ian M. Banks, il parle de robots et de gens qui changent de sexe à volonté, enfin de genre à volonté.
Et Elon Musk, c'est un nazi, donc bon, c'est pas la même. C'est pas les mêmes alignements. C'est bon, pas voilà. Et dans la lignée, en fait, la science-fiction, ça vous permet d'imaginer les choses autrement. Et dans la lignée du ministère du futur, mais en fait pas du tout. J'ai lu cette année un livre qui est absolument exceptionnel, qui s'appelle Utopia, qui a été écrit par un auteur français, et qui commence par cet énorme pâté de texte là. Alors à l'écran, ça fait pâté de texte. Dans un roman qui fait 600 pages, ça fait juste une introduction sympa. Et si vous lisez cette introduction, si vous prenez le temps de lire les 3 premiers articles, là, il n'y a de propriété que d'usage, toute propriété finit à la mort. Le sol, l'air, l'eau, ainsi que les règnes animaux végétaux ne sont pas et ne peuvent pas être considérés comme des ressources. Et bien en fait, l'auteur construit son récit à partir de cette prémisse-là. Il dit voilà comment on vivrait dans une société qui est comme ça. Et c'est incroyablement différent. Il y a des tonnes de choses qui disparaissent, qui sont remplacées évidemment par d'autres, mais il y a des trucs qu'on ne pensait pas que c'était de la propriété. Le mariage, élever ses enfants, c'est de la propriété. Et la conclusion du bouquin, c'est pas l'IA que vous détestez, c'est le capitalisme. Il y a une grosse dizaine d'années, un peu plus, il y a un designer qui s'appelle Mike Monteiro, qui est derrière le Mule Studio aux États-Unis, qui a fait toute une série de talks et qui a écrit un bouquin qui s'appelait How Designers Destroy the World. Et son postulat, c'était de dire, nous, en tant que designers, alors à ce moment-là, il parlait de design UX, mais ça vaut pour du design d'archi, software, etc., de software excellence. L'idée, c'est que derrière, vos choix de design vont tout doucement conduire le monde à la ruine si à un moment on ne prend pas conscience des conséquences de ce qu'on est en train de faire. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a un postulat qui, je trouve, prévaut beaucoup dans la tech aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à faire les choses parce qu'on peut le faire sans se demander si on l'a fait pour les bonnes raisons. Et finalement, c'est Ian Malcolm dans Jurassic Park. Et les scientifiques se sont tellement demandé s'ils pouvaient le faire qu'ils ne se sont même pas posé la question de savoir s'ils devaient le faire. C'est à cette question finalement que la SF nous pousse aussi beaucoup. C'est à réfléchir sur est-ce qu'on doit le faire? Est-ce que ça nous engage sur le chemin d'un futur qu'on a envie de voir advenir? Et il y a une autre façon de contrer ce futur pas forcément désirable. C'est vrai. En fait, vous pouvez faire vous-même. Vous pouvez expérimenter des choses. Vous pouvez tester des trucs sur des petites puces, des petits labs, des petits Raspberry Pi, des vieux ordi de bureau que vous recyclez. En fait, vous n'êtes pas obligé de vous vassaliser à ces grosses entreprises qui veulent absolument vous capter et vous tenir. Mais vous pouvez tester plein de choses et vous pouvez construire des alternatives possibles. Elles existent, elles ne sont pas très compliquées à monter. Et vous, en plus, en tant que technicien aujourd'hui, vous avez ce savoir-là et cette capacité-là. Donc, exploitez-la, lisez de la SF, parce que finalement, ça peut vous donner des idées de ce que vous voulez voir advenir ou ce que vous ne voulez pas voir advenir. Et ça peut aussi orienter vos choix dans la façon dont vous implémentez votre travail et votre métier aujourd'hui. Voilà. Est-ce que ça peut s'implémenter positivement, la SF? Toujours. On peut. Merci. Merci.